Mesdames et messieurs, bonjour. Nous allons reprendre pour cette deuxième table ronde des internationales de Dijon 2022, si vous voulez bien. Permettez-moi de commencer par trois remerciements. Alors d'abord, de manière très autocentrée, je souhaite remercier les organisateurs de m'avoir confié cet honneur d'animer cette table ronde. Bien évidemment, le deuxième remerciement va à la ville de Dijon qui nous accueille dans ces locaux magnifiques. Et mon troisième remerciement va aux 4 panélistes qui ont quand même accepté une prise de risque, commenter un conflit chaud, un conflit en cours et qui tous les jours nous réserve son lot de rebondissements. Et encore, les informations que nous avons pu découvrir ce matin en apportent un exemple très clair. C'est pas une chose évidente. A priori, ils m'ont prévenu qu'ils n'avaient pas la boule de cristal et je le dis parce que j'imagine que le public sera tenté de poser des questions qui malheureusement nécessiteraient ce type de matériel. Néanmoins, leur expérience et leur expertise permet quand même déjà de mieux comprendre ce qui se passe et peut-être effectivement d'entrevoir peut-être pas le résultat et les conséquences, mais au moins des scénarios plausibles et de les comparer entre eux. Donc un très grand merci d'être venu à Dijon et de rencontrer le public dijonnais dans le cadre de cet exercice périlleux auquel nous allons nous prêter dans l'heure et demie qui suit. Alors, permettez-moi de présenter les personnalités qui vont débattre dans cette table ronde. Je me tourne d'abord sur ma droite vers Madame Sylvie Berman. Vous êtes diplomate et on pourrait vous qualifier de diplomate spécialiste des grandes puissances, puisque vous avez représenté la France en tant qu'ambassadrice de France dans trois pays, 3 États membres permanents du Conseil de sécurité. Vous avez enchaîné des missions en Chine, au Royaume-Uni et en Russie. Je me tourne maintenant sur ma gauche vers Armelle Charrier. Vous êtes journaliste, éditorialiste à France 24 et vos thèmes de prédilection, parmi de nombreux thèmes de prédilection, il y a celui qui va peut-être nous intéresser le plus aujourd'hui, celui du domaine de la défense, de la stratégie, de la géopolitique. Je me tourne maintenant dans l'ordre alphabétique encore un peu plus à gauche, Monsieur François Baudonnet. Vous êtes un journaliste spécialisé en questions européennes. Vous avez une riche expérience de terrain pour avoir couvert pendant très longtemps pour France Télévisions les affaires bruxelloises en étant correspondant à Bruxelles, mais aussi une perspective Europe du Sud et perspective d'un pays fondateur de l'Union qui est l'Italie, car vous avez aussi officié à Rome pendant plusieurs années. Et donc, vous allez nous apporter un éclairage européen, ou en tout cas un éclairage sur les enjeux européens du conflit en Ukraine. Enfin, je me tourne vers Renaud Girard. Vous êtes grand reporter au Figaro, spécialiste des questions géopolitiques, et je vais m'adresser à vous tout à l'heure, surtout parmi vos nombreuses casquettes, dont enseignant à Sciences Po, me semble-t-il, je vais m'adresser à vous pour solliciter votre expérience en tant que correspondant de guerre, car vous avez couvert de nombreux conflits, de nombreuses crises internationales sur ces dernières décennies, dont les crises qui ont ouvert la voie vers la crise actuelle qui va nous occuper aujourd'hui. Voilà, donc sans plus tarder, je vais tout de suite passer la parole et donc je me tourne vers Madame l'ambassadrice Sylvie Berman. Et peut-être je partirai tout de suite de cette expérience que vous avez accumulée à travers les capitales que j'ai évoquées tout à l'heure, et peut-être tout de suite partir sur une question qui est très importante et qui pourtant est assez peu finalement évoqué, car finalement des personnes capables d'apporter une analyse informée sur ce sujet ne sont pas si nombreux. Nous avons la chance de vous avoir avec nous car vous en faites partie de ces rares personnes qui connaissent bien la Chine, qui connaissent bien la Russie. Et donc je vais peut-être tout de suite poser une question qui est une question pointue mais extrêmement importante. Comment voyez-vous justement le rôle de la Chine dans cette affaire et comment voyez-vous plus généralement la relation russo-chinoise à la fois à la lumière de ce conflit, de cette guerre actuelle, mais peut-être aussi dans une profondeur un peu plus grande, passée et aussi les perspectives prévisibles.
Merci. Oui, évidemment, le rôle de la Chine est fondamental. Il y a une recomposition du monde, effectivement, qui se fait aujourd'hui. On l'avait pensé après le Covid, mais finalement, c'est surtout la guerre en Ukraine. Cela étant, il y avait des tendances lourdes et le rapprochement entre la Russie et la Chine était lié en fait à ce qu'on a appelé le piège de Thucydide, c'est-à-dire les États-Unis, puissance confirmée, qui ont peur de la montée en puissance de la Chine et du fait que la Chine aspire à être le premier. D'ailleurs, un des conseillers sur les questions asiatiques du président Biden avait dit l'Angleterre avait repris le flambeau de la France, nous avons repris le flambeau de l'Angleterre et il est hors de question aujourd'hui que ce soit le tour de la Chine. Donc en réalité, on se situe dans le cadre de cette nouvelle guerre froide, et qui est bien une guerre froide, même si elle n'a rien à voir avec la guerre froide du temps de l'Union soviétique. Et je la connais puisque j'ai été en poste en Union soviétique également il y a plus de 30 ans, vers la fin, à l'époque de Gorbatchev. Mais c'est une guerre froide aussi, non pas tant par la guerre commerciale, qui est après tout de bonne guerre, que par la guerre technologique et le blocus d'ailleurs technologique vis-à-vis de Pékin. Et puis la dimension idéologique qui est peut-être moins du côté de Pékin que de Washington. Pékin a son système, n'en changera pas, pense qu'il est supérieur, mais il n'essaie pas d'influencer les puissances occidentales. Bon, c'est autre chose dans les pays qui sont touchés par les routes de la soie. Dans ce cadre-là, il y a un principe très clair qui s'applique, c'est l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Et à partir du moment où l'ennemi de la Chine, c'est les États-Unis, l'ennemi de la Chine, c'est les États-Unis, l'ennemi de la Russie, c'est les États-Unis. Donc il y a eu un véritable rapprochement au cours des dernières années et qui était même antérieur à la guerre en Ukraine. Alors au moment de la guerre en Ukraine, on s'est dit que les choses allaient peut-être changer, qu'on pourrait détacher la Chine de la Russie. Mais je pense que c'est une illusion, justement, parce qu'ils ont un ennemi commun. C'est évidemment un partenariat qui est un partenariat qui est totalement inégal, bien sûr, qui est asymétrique, mais l'un et l'autre y trouvent leur compte, parce qu'aux Nations Unies, quand il y a des votes, eh bien, les Chinois et les Russes votent ensemble. La Chine est embarrassée par cette guerre, elle est contraire à son mode de fonctionnement, et puis aussi parce que ça a des conséquences sur la croissance chinoise dans la mesure où ça perturbe les relations économiques. Mais pour autant, elle ne condamne pas la Russie. Au début des Jeux Olympiques, Xi Jinping a probablement obtenu que la guerre ne démarre pas le premier jour des Jeux Olympiques d'hiver, comme les Russes avaient envahi la Géorgie le premier jour des Jeux Olympiques d'été. Il y a eu une réponse favorable, puisque ça a commencé après, mais bien évidemment, Vladimir Poutine a parlé d'une opération militaire spéciale et certainement pas d'une guerre. D'ailleurs, il n'anticipait pas une telle ampleur non plus. La Chine a dit au sommet de Samarcande, le sommet des membres de la coopération de Shanghai, qu'il fallait trouver un accord, un cessez-le-feu, mais il rappelait fondé sur les intérêts de sécurité des deux pays. Autant dire que ce n'est pas le moment d'un cessez-le-feu ou d'un accord de ce type. Donc on l'a surinterprété en disant la Chine était en désaccord avec la Russie, mais je crois que ce n'est pas le cas. Elle continuera à la soutenir contre les États-Unis et maintenant ce qui est perçu souvent comme une forme d'Occident collectif, plus par les Russes que par les Chinois, mais néanmoins il y a une évolution dans la perception. Ce n'est pas une alliance. Les Chinois ne concluent pas d'alliance. Ils ont l'expérience de l'alliance sino-soviétique qui a été à leur détriment. Mais c'est malgré tout un partenariat qui avait été qualifié de sans limite. Mais ce sont deux pays qui ne veulent plus de ce qu'ils considèrent comme l'hégémonie occidentale, qu'on leur dicte ce qu'ils doivent faire et qui considèrent que le monde doit être multipolaire, même si la Chine, évidemment, sera plus puissante que les autres. Et en tout cas, bon, on l'a vu la dernière réunion du Conseil de sécurité.
sur la condamnation des annexions. Évidemment, la Russie a voté contre, mais la Chine s'est abstenue. Et quand on s'abstient au Conseil de sécurité et aux Nations Unies, de manière générale, l'Assemblée générale, c'est qu'on ne veut pas condamner tel ou tel pays. Donc la Chine restera aux côtés de la Russie et il faudra compter avec ça. Alors la Russie sera sans doute affaiblie dans les années qui viennent, mais ça reste un membre permanent du Conseil de sécurité néanmoins. Merci beaucoup pour ce premier cadrage. Je me tourne maintenant vers Armelle Charrier. Vous êtes, comme je l'ai évoqué, spécialiste des questions de défense et justement on voit bien que les cartes sont rebattues d'une manière assez essentielle dans ce domaine, avec par exemple l'OTAN qui retrouve des couleurs et qui retrouve de nouveaux membres. Pour des pays dont l'appartenance à l'OTAN paraissait totalement inimaginable il y a encore quelques mois. Il y a aussi les différentes déclarations, notamment en Europe, sur le renforcement et la volonté de renforcer la capacité militaire. Il y a évidemment la question de l'évolution du lien transatlantique, du positionnement européen et la question de l'Europe de la défense dans tout ça. Quel regard vous portez justement sur ces recompositions en cours ? Quel bilan vous tirez de ces premiers mois, de ce grand chamboulement stratégique, notamment du point de vue européen, et est-ce que vous pouvez évoquer peut-être quelques pistes de réflexion sur les conséquences prévisibles de tout ça ? Oui, parce que la question posée, c'est est-ce qu'on va vers un nouveau monde, point d'interrogation, et est-ce qu'on est en train de le voir se dessiner ou non, ce nouveau monde ? Du point de vue de la défense, oui, parce que ça a changé la donne de façon assez importante et ça continue de la changer. Ce matin, on s'est tous réveillés avec une photo qui nous apparaissait, qui était celle du pont de Kerch, qui est le pont qui relie la Crimée à la Russie et qui était en feu par un véhicule qui avait explosé dessus. Et tout de suite, quand on travaille sur ce conflit-là, l'immédiateté, c'est qu'on est dans une escalade, qu'on va avoir un épisode supplémentaire qui va se mettre en place dans la gravité des représailles russes. Comment est-ce que Vladimir Poutine, qui a financé ce pont à un moment donné, qui a fait de cette Crimée son fer de lance pour dire ça c'est la reconquête russe en Ukraine sur laquelle je ne céderai pas, évidemment, comment est-ce qu'il va rétorquer ? Et je dirais que depuis le 24 février, en fait, on est sans cesse dans ces oscillations-là. On a des annonces sur du nucléaire, on a des annonces sur des renforcements en armement, on a des annonces sur des réservistes qui sont rappelés du côté des Russes ou alors du côté des Ukrainiens, le fait que la population mâle est appelée à combattre. Forcément, ça nous rappelle d'autres époques qui étaient davantage liées à des guerres mondiales que les époques dans lesquelles on était en train de vivre dernièrement. Alors, pour nous qui regardons ça de très près, on en tire plusieurs enseignements. Un premier enseignement, c'est que le monde est en train de se réarmer. Ça, c'est pas une nouveauté, en revanche. C'est plutôt nous, Européens, qui étions endormis sur cette question-là lorsque Emmanuel Macron posait la question de l'OTAN en mort cérébrale. Il avait une vraie question, il avait une vraie interrogation, il a suscité une vraie réaction, effectivement aussi des pays otaniens et des États-Unis. Mais derrière, c'était, j'allais dire, une question qui était effectivement du côté occidental et du côté européen de ceux qui n'étaient pas dans la course à l'armement. Les Chinois et les Indiens s'y étaient lancés depuis très longtemps. La Chine ne peut être conquérante aujourd'hui que si elle regarde en dehors de son territoire. Et en dehors de son territoire, ça veut dire déjà en surface maritime. Ce qui ne lui est pas arrivé depuis le XVIe siècle. La Chine a toujours été un empire qui était davantage tourné vers ses frontières intérieures, rarement vers les mers. Le Japon, qui est son voisin, l'avait clairement vu. Donc lui, il se faisait sa marine, mais pas la Chine dans les siècles précédents. Aujourd'hui, la Chine reconstitue une marine qui inquiète nos marins parce que de toute manière, on construit à toute allure. C'est-à-dire qu'en 4 ans, disait le chef d'état-major de la marine française, les Chinois sortent l'équivalent de la marine française. Donc,
on ne sait pas encore comment est-ce que vont être leurs porte-avions. On n'est pas forcément au même niveau de technicité et de qualité que ce que nous avons, nous, aujourd'hui, du côté occidental. Mais en revanche, ils vont s'améliorer, ils vont être bons, ils vont avoir beaucoup plus de petits bateaux qui vont aller partout. Et donc, du coup, à un moment donné, ils vont considérer que le Pacifique, c'est leur territoire, point à la ligne. Et ça, les Américains n'en veulent absolument pas. Donc l'Inde avait une course vis-à-vis de la Chine. C'est un pays qui est extrêmement important. L'Inde, c'est 1,4 milliard, comme les Chinois. Il était hors de question qu'elle reste, elle aussi, de côté. Et elle était davantage dans de discrétion, mais elle était déjà en train de remonter sur ces questions-là. La Turquie, qui aussi est un pays un peu à côté, avait un regard, j'allais dire, aussi intéressé sur les conflits. On l'avait vu, par exemple, quand on était spécialiste, intervenir en Libye. On l'avait vu vendre des drones à la Libye. En revanche, aujourd'hui, on a une accélération avec ce qui est en train de se passer sur l'Ukraine, où la Turquie vend à l'Ukraine et où derrière, ils en profitent aussi rapidement pour vendre au Kazakhstan, parce que, pardon, pas à l'Azerbaïdjan, parce que du coup, rapidement, on fait une guerre plutôt européenne avec l'Arménie et on renforce effectivement des conflits. Donc ça, j'allais dire, c'est pour cette partie du monde qu'on attendait moins, qui était en train de se réarmer. En revanche, le réveil fort, il a été du côté de l'Occident, du côté des Américains, d'une part, qui ont commencé tout de suite à dire que dans ces conditions, il fallait aider les Ukrainiens. On le suit tous, jour après jour, dans les annonces qui sont faites, ou lorsque l'on parle à un moment donné de 40 milliards d'aides à l'Ukraine, en parlant aussi de 40 milliards d'aides humanitaires, parce qu'il y a l'aide à la reconstruction, il y a l'aide économique, mais que derrière, on distribue une enveloppe en dessous de ces 40 milliards, qui est presque 15 milliards, 14,5 pour l'armement. Là, effectivement, ça veut dire qu'on remet en place une industrie d'armement, on remet en place des capacités d'armement et on remet en place des formations qui sont destinées à cela. Et puis, les pays européens qui étaient dans une logique où, quand même, on avait quand même conscience de ce dont on était en train de parler, mais on n'avait pas la conscience que ça pouvait arriver sur notre territoire. Et là, d'un seul coup, effectivement, ça s'est réveillé. Je vais faire juste un petit zoom arrière pour donner une idée de ce qui est en train de se passer. Moi, quand j'ai commencé à travailler sur ces questions de défense, quand j'étais tout jeune journaliste, alors je n'avais pas du tout la connaissance d'aujourd'hui, mais les premières, c'était dans les années 90, donc les premiers conflits, c'était des conflits lointains. Il pouvait y avoir la guerre du Golfe, il pouvait y avoir à un moment donné ce qui s'est passé au Rwanda, il pouvait y avoir un peu plus en Yougoslavie, quelque chose qui était arrivé sur le territoire européen, mais tout ça était un peu plus loin. Et dans les questions de défense, quand on discutait avec les militaires, on était en pleine RGPP, c'est-à-dire qu'on était sur des lois d'économie. C'était l'époque où on vendait les régiments, où on vendait les casernes qui abritaient les régiments, où on disait qu'on était en paix et que donc du coup il fallait redistribuer l'argent qui était normalement pour la défense, la redistribuer pour tout simplement aller dans d'autres dimensions qui pouvaient être dans des aides sociales, qui pouvaient être dans l'enseignement, qui pouvaient aller sur d'autres développements de la société, mais on se sentait à l'abri. Et j'ai assisté aussi à des discussions où lorsque l'on parlait des lois de programmation militaire, on a vu des chefs d'état-major, par exemple de l'armée de terre, batailler pour que l'on conserve en France toutes les capacités d'intervention, que ce soit avec l'infanterie sur le territoire, mais qu'on puisse aussi avoir des chars. À un moment donné, on disait, mais pourquoi est-ce que vous voulez conserver des chars? De toute manière, la Russie, maintenant, c'est terminé, on n'aura plus l'époque soviétique, donc il n'y a plus de raison qu'à un moment donné, on soit avec ces capacités de chars et qu'on soit avec ces capacités-là. C'est pour vous dire à quel point on a évolué. Et à un moment donné, on a pris conscience évidemment de ces dangers du monde. On a fait partie de ces interrogations où on nous a dit il faut que vous remontiez le budget, il faut que ce soit 2% du PIB, parce que si on fait partie de l'OTAN, il faut que ce soit 2% du PIB.
Et la France a été aussi plutôt bonne élève. D'autres Européens ont pris ça en marche. Mais aujourd'hui, ça fait partie des choses qui sont acquises. Et on est en train de monter un budget qui est un budget plus important. Donc ça veut dire quelque part que les pays européens sont en train de se préparer à la capacité derrière d'avoir une capacité de guerre. Donc toutes ces choses-là montrent effectivement qu'il y a une sensibilité qui a été prise sur ces questions-là, sensibilité d'autant plus exacerbée qu'on voit que cette guerre en Ukraine, elle prend des dimensions autres dans un conflit entre la Russie et les États-Unis, où on voit effectivement que de plus en plus de pays nous demandent de participer à l'OTAN parce que du coup ils en rêvent, et où on voit que d'autres pays comme des dictatures, je balaye large, ensuite on aura des questions, mais comme par exemple la Corée du Nord, se disent plus que jamais, c'est le moment où il faut aussi qu'on montre qu'on a une capacité du nucléaire, qu'on a la capacité d'avoir des missiles qui tirent très loin et que donc du coup on effraie beaucoup. Ça, c'est le constat. C'est-à-dire qu'on va être dans un monde qui va réarmer, c'est indéniable, et on a une jeunesse qui du coup, d'un seul coup, après le Covid, doit apprendre qu'il y a une possibilité de guerre, qui était une capacité que moi j'ai pas connue quand j'avais leur âge, cette capacité effectivement de se dire que demain, on pourra connaître un monde en guerre. Simplement, et je finirai là-dessus, il y a un point qui reste un point réaliste, c'est simple. Comment est-ce qu'on va financer tout ça ? C'est que lorsque l'on parle à un moment donné de réarmement, lorsque que ce soit les États-Unis, que ce soit l'Europe, etc., comment est-ce qu'on va le faire ? On a une crise économique qui arrive. Je finirai par cet exemple-là. La France, par exemple, on a 3 milliards de plus aujourd'hui qui vont être alloués en 2023 sur nos capacités militaires. Mais déjà, rien qu'avec le coût de l'inflation, et forcément, il y a une partie de ce budget qui va être pris. Quand les militaires se retrouvent avec une essence, un carburant qui coûte plus cher, ça fait aussi partie, ça pèse aussi sur le budget. Et donc, on a à faire très attention avec les déclaratifs et avec le suivi dans les actes. Merci beaucoup pour ce panorama passionnant sur les enjeux en matière de la défense. Vous avez évoqué plusieurs fois l'Europe, l'Union européenne, l'Europe de la défense. Au-delà de la défense, et là je me tourne vers François Baudonnet, quel regard vous portez sur l'action de l'Union européenne depuis le début de la crise en Ukraine ? On a pu faire beaucoup de commentaires sur la capacité d'action de l'Union, sur la question de crédibilité politique de l'Union qui est en jeu très clairement face à l'invasion russe de l'Ukraine. Quel bilan tirez-vous de l'action de l'Union européenne depuis le 24 février ? Et là encore, comment voyez-vous la situation actuelle et les ouvertures possibles, prévisibles pour les mois à venir ? Alors, pour répondre, tout d'abord bonjour. Pour répondre à cette question, j'ai envie de vous livrer un peu un témoignage de l'intérieur, on va dire. Vous disiez que j'ai été correspondant à Bruxelles. Alors, je suis de retour à Paris, mais c'est vrai que je suis de très près ce qui se passe à Bruxelles, et je me souviens très précisément de cette soirée du 24 février, quand l'invasion russe a commencé sur l'Ukraine. Et pour être tout à fait franc, et d'ailleurs on l'avait répété tous sur les plateaux de télé, personne, en tout cas en France, pas grand monde ne croyait à cette invasion. D'ailleurs même les Ukrainiens eux-mêmes, en tout cas ils le disaient, ils n'y croyaient pas. Et ça a été véritablement au niveau européen, je crois, il y a eu véritablement une sidération très forte dans les heures qui ont suivi cette invasion. Et on s'est dit, moi le premier d'ailleurs, qu'est-ce que va faire l'Europe ? Est-ce que l'Europe va réagir ? L'Europe, qui est connue pour réagir souvent trop peu, trop tard, pour être désunie, pour s'en mêler les pinceaux dans des détails, etc. Qu'est-ce qu'elle va faire face à un conflit, à une guerre de haute intensité, comme on dit, sur le continent. Il y a eu quelques heures où il ne s'est rien passé, parce que justement c'était la sidération, mais très vite, il y a eu des réactions européennes. Et pour répondre à votre question, je crois quand même que globalement, alors c'est un peu fort, mais je pense que la réaction de l'Europe est un véritable succès. La réaction de l'Europe face à la guerre en Ukraine est un vrai succès. On va développer ça après. Et une réaction qui d'ailleurs a
on l'a beaucoup dit dans les médias, mais je crois que c'est vrai, qui a surpris Vladimir Poutine. Vladimir Poutine ne s'y attendait pas du tout. Pour lui, l'Europe est une espèce de machin qui est faible. Lui, au contraire, c'est la force. Donc, je pense qu'il ne s'attendait pas du tout à ça. Et il y a eu, vous l'avez suivi, évidemment, des sanctions. Il y a eu des paquets de sanctions qui ont été pris d'abord très rapidement. En quelques jours, les premiers paquets de sanctions. Aujourd'hui, on est au 8e paquet de sanctions. Alors, il y a eu quand même, il faut être honnête, c'est un peu décrescendo, c'est-à-dire que l'Europe a fait ce qu'elle pouvait faire d'abord, et puis là, elle a un peu atteint le maximum de ce qu'elle peut faire, parce qu'après, si on continue à faire ça, on se tire une balle dans le pied, parce que les sanctions jouent économiquement contre nous. Donc là, on est un peu au bout du bout, mais il y a eu quand même une réaction extrêmement forte. Et je ne sais pas si vous vous souvenez aussi, au tout début, quand Ursula von der Leyen a débuté son mandat de présidente de la Commission européenne, elle avait dit qu'elle voulait une Europe géopolitique. C'était son objectif. Dans les premiers mois de son mandat, ça ne s'est pas tellement remarqué. Ensuite, il y a eu la crise du Covid. C'était déjà un peu plus le cas, puisqu'il y a eu une réaction européenne un petit peu à retardement, mais il y a eu une vraie réaction européenne, en particulier sur les vaccins. Mais là, avec la guerre en Ukraine, je pense que l'Europe, qu'on a longtemps accusée, à juste titre d'ailleurs, de ne pas être une vraie puissance géopolitique, là, elle est entrée, même si tout n'est pas simple, elle est quand même entrée dans la cour des grands sur le plan de la géopolitique. Et moi, comme journaliste, ce qui me frappe, par exemple, c'est que Ursula von der Leyen, il y a encore quelques mois, seuls ceux qui suivent l'Union européenne la connaissaient. Après, on a aussi un problème nous les médias, de la façon dont on parle de l'Europe ou pas assez de l'Europe. Mais aujourd'hui, elle est très connue. Qui connaissait, encore une fois, parmi ceux qui ne suivent pas l'actualité européenne, qui connaissait Josep Borrell il y a encore quelques mois? Aujourd'hui, il va y avoir, par exemple, je vous livre un scoop, il va y avoir une émission sur France 2 mercredi prochain avec le président de la République. On a invité Josep Borrell. On ne l'aurait pas, vraisemblablement, on ne l'aurait pas invité avant parce qu'on considérait qu'il n'était pas assez connu. Donc je crois, pour ne pas faire trop long, je pense qu'il y a un vrai succès européen dans la réaction de la guerre en Ukraine, et à la fois, et c'est peut-être un peu paradoxal, mais il y a une immense fragilité de l'Europe. Parce qu'elle a réagi de façon unie, mais on voit bien que c'est à l'intérieur du continent européen, les choses sont loin d'être simples. Et on voit en particulier que le centre de gravité de l'Europe a basculé vers l'Est. L'Europe s'est quand même beaucoup construite sur le couple franco-allemand, pas uniquement, mais quand même beaucoup. Et là, on voit aussi bien la France que l'Allemagne, pour des raisons différentes, sont quand même en grande difficulté. La France, parce que Emmanuel Macron avait prôné un dialogue stratégique avec la Russie qui n'a pas réussi, qui n'a pas abouti. Donc il dit avec raison qu'il faut parler, etc. Mais il n'y a pas eu comment dire, ça n'a pas eu d'impact. Vladimir Poutine a continué. Et puis l'Allemagne qui a bâti toute sa croissance sur le gaz russe et qui se trouve aujourd'hui dans une situation extrêmement compliquée. Donc je crois que le centre de gravité de l'Europe a basculé aussi parce que on était alertés, nous à l'Ouest, depuis des décennies par les pays baltes, la Pologne, qui nous disaient attention, la Russie, non, faites attention. On disait ils sont gentils, on comprend parce qu'ils sont proches de la Russie, ils ont une histoire, mais ça se produira jamais. Bon, et c'est eux qui avaient raison. Donc pour résumer, je pense que voilà, l'Europe sort d'une certaine façon renforcée, mais rien n'est gagné, absolument rien, même sur le plan de la défense, parce qu'on voit que évidemment chaque État se renforce son armée, mais est-ce que la défense européenne avance vraiment? Ça, j'en suis moins sûr. Et donc voilà, c'est sur ce paradoxe, c'est ce paradoxe qui me frappe.
Merci beaucoup. On reviendra peut-être dans le débat aussi sur la question qui vous est certainement proche du fait de votre passage par Rome de nouveau gouvernement italien, où il y a sans doute beaucoup de choses à dire dans la lignée de ce que vous venez de dire. Je me tourne maintenant vers Renaud Girard et je me tourne vers vous surtout, comme je l'ai déjà dit au début, parmi vos nombreuses casquettes, j'en appelle à celle du correspondant de guerre. À la fois, si vous pouvez situer un peu et partager avec nous votre regard sur ce conflit, sur cette guerre, en comparaison avec d'autres conflits que vous avez couverts, mais aussi peut-être revenir un peu en arrière. Vous avez été en 2014 en Ukraine, vous étiez à Kiev, vous avez couvert l'annexion de la Crimée. Donc, est-ce que vous pouvez nous partager avec nous cette expérience et justement nous donner votre vision de ce conflit chaud actuel, aussi dans cette durée que vous avez suivie en première loge, si je puis dire. Alors oui, c'est un monde nouveau parce que on a beaucoup parlé des États-Unis, mais pour la première fois, les États-Unis ont des alliés qui ne font pas défaut, qui ne leur claquent pas dans les doigts, vous voyez, qui ne sont pas des Afghans, qui ne sont pas des Irakiens, qui ne sont pas des Vietnamiens du Sud, qui combattent. C'est une grande surprise. Les États-Unis ne s'y attendaient pas. Et vous vous souvenez qu'au début de la guerre, d'ailleurs, ils ont proposé au président Zelensky de se réfugier en Amérique parce qu'ils pensaient que l'armée ukrainienne allait s'écrouler. D'ailleurs, c'était aussi l'avis de Vladimir Poutine qui a même invité les généraux ukrainiens à se rallier à lui. Et on a vu effectivement tout le contraire. On a vu un président Zelensky qui a montré du courage et surtout une extraordinaire capacité, ça c'est son passé de comédien, une extraordinaire capacité dans ce qui compte sans doute le plus aujourd'hui dans ces guerres qui restent pour le moment, je touche du bois, régionales, la guerre de la communication. Et il a été excellent dès le début. Il a dit aux États-Unis, je reste, mais envoyez-moi des armes. Et il a dit à son peuple, nous allons résister et nous allons gagner. Et donc ensuite, il a, si vous voulez, il a eu, alors immédiatement, évidemment, une bonne surprise. C'était un effet d'aubaine pour les Américains. Il ne faut pas être complotiste, il ne faut pas dire que les Américains ont voulu cette guerre et ont piégé Poutine pour affaiblir la Russie, puisque quand même, alors on peut dire, ou en tout cas, Poutine est tombé volontairement dans ce piège, parce qu'à plusieurs reprises, les Américains ont averti solennellement, et Macron lui-même est allé à Moscou le faire, pour dire à Poutine, essayer de convaincre Poutine de ne pas faire cette bêtise stratégique. Mais Zelensky, donc très fort dans cette guerre de communication, qui est tout de suite... Les Américains voient le courage et le talent de Zelensky et tout de suite mettent des moyens à sa disposition dans la guerre de communication. La guerre de communication, c'est deux choses. C'est la propagande, évidemment. Et donc là, tout de suite, vous avez vu tous les discours de Zelensky à l'Union européenne, au Parlement français, etc. Il y a une grande... évidemment, agence de communication qui s'appelle APCO, qui a été payée par le gouvernement américain pour aider. Mais en fait, Zelensky était encore meilleur. Par exemple, il a renvoyé le discours qui lui a été envoyé par la Chambre des communes. Il dit, mais comment ça se fait, vous ne me parlez pas de Churchill? Il faut parler de Churchill dans un discours comme ça. Et donc, il a renvoyé le discours, enfin, il l'a fait lui-même. Et la guerre de communication, c'est aussi la guerre de l'information. Et dès le départ... en fait, les Américains ont tout donné en renseignement aux Ukrainiens. J'étais à Kiev au mois de mai-juin et j'étais dans le bureau de Podolyak, le principal conseiller de Zelensky, et il m'a dit, vous savez, le plan russe, il n'était pas si mauvais, en fait. Simplement, évidemment, nous savions exactement à quelle heure et où allaient atterrir les parachutistes russes. Alors là, évidemment, c'est un très gros avantage parce qu'on les attendait. Voilà. Et dans cette guerre, les Américains l'ont reconnu, il n'y a pas un message WhatsApp d'un colonel russe à un autre colonel russe qui n'est pas intercepté. Ils ont les images satellites et en plus, évidemment, la cyberguerre que
la Russie ou que les corsaires russes ont livré aux États-Unis s'est retourné contre la Russie, puisqu'en fait, après avoir attaqué, les Américains sont devenus de meilleur en meilleur, et aujourd'hui, ce sont eux qui ont pénétré tous les plans de l'état-major russe. Donc vous avez cette guerre de la propagande, d'abord, qui était extrêmement, et qui est toujours extrêmement bien menée. On sait très bien arrondir les angles. Par exemple, la presse américaine a un peu oublié que dans les Panama Papers, on sait que Zelensky a placé 40 millions de dollars dans un paradis fiscal. Donc, il est président d'Ukraine, mais il n'a pas souhaité quand même fiscalement mettre son argent dans une banque ukrainienne. Mais ça, tout ça, donc ça, c'est cette guerre de communication, et aussi une extraordinaire maîtrise que les Ukrainiens n'avaient pas, si vous voulez, au départ, une extraordinaire maîtrise du corps journalistique, si vous voulez. Et là, dans la guerre que j'ai couverte, par exemple, une autre guerre un peu différente, mais la guerre de Yougoslavie, ou par exemple la guerre de Bosnie, qui a quand même fait 100 000 morts. En Ukraine, on n'est peut-être pas encore à 100 000 morts, on va peut-être y approcher, mais on n'y est pas encore. Dans cette guerre, les journalistes pouvaient aller partout. On traversait, on avait une carte de journaliste, on allait voir les Serbes, on allait voir les musulmans bosniaques, et puis on allait voir l'ONU. Il y avait une troisième composante qui était les forces de l'ONU, qui n'existent évidemment pas en Ukraine, mais on n'était pas du tout limité, si vous voulez, dans nos... Aujourd'hui, ou bien vous couvrez la Russie, ou bien vous couvrez l'Ukraine. Si vous couvrez l'Ukraine, vous n'avez pas intérêt à être un tout petit peu critique, si vous voulez, parce qu'on ne va pas vous emmener. Et de toute façon, on ne va pas vous emmener au front. C'est très rare. D'ailleurs, on a d'ailleurs très peu de vraies images de bataille, si vous voulez, très très peu, ou de vraies pour comprendre la tactique ukrainienne. Alors, c'est normal. C'est pour deux raisons. La première raison, c'est qu'évidemment, les Ukrainiens veulent cacher leur plan aux Russes. C'est pour ça que, par exemple, ils ont fait cette grande intoxication en disant on va attaquer au sud, du côté de Kherson, et en fait, ils ont attaqué au nord, et ils ont fait les avancées sur Izium et sur Liman que vous avez vu à la télévision. Et la deuxième raison, c'est qu'évidemment, on ne veut pas montrer aux journalistes qu'avec les Ukrainiens, il y a quand même des bérets verts américains. Il y a quand même des SAS britanniques, les fameux formateurs qui sont évidemment pas partis le 24 février, qui étaient là avant, mais qui sont évidemment qui ne sont évidemment pas partis. Et puis même, à peu près, j'imagine, 70 Français de la DGSE, pas seulement du service action aussi, mais aussi de la direction technique, tout ça, c'est pour les aider dans la guerre du renseignement. Donc on a, si vous voulez, une grande amélioration de la capacité ukrainienne. Alors à quoi c'est dû ça ? C'est dû au fait qu'ils ont eu deux défaites. Ils ont eu la défaite en août 2014, quand l'armée ukrainienne va dans le Donbass pour mater la rébellion des citoyens pro-russes du Donbass. Et là, les pro-russes, avec l'aide secrète des Russes, les battent, les forces au repli. Ça, c'est les premiers accords de Minsk. Et ensuite, une grande défaite ukrainienne à Debaltseve en janvier 2015, où l'armée russe, pro-russe, encercle, si vous voulez, l'armée ukrainienne. Et c'est une défaite ukrainienne en rase campagne, une humiliation avec c'est là qu'ils signent le traité de Minsk II, qui prévoit que la constitution ukrainienne change pour prévoir l'autonomie du Donbass, ce que les Ukrainiens ne feront jamais. Mais à partir de ce moment-là, il y a une réorganisation de l'armée. Il y a les forces de l'OTAN, les formateurs britanniques et américains qui viennent. Il y a un nouvel équipement. Et puis vous avez aussi ce grand général qui est Zaloujny, le chef d'état-major ukrainien, qui va en fait faire exactement ce que Kutuzov, le russe qui défendait Moscou, a fait contre Bonaparte, ou qui défendait la Russie, puisque Bonaparte est allé jusqu'à Moscou. C'est-à-dire, après Borodino, Kutuzov, c'est la décision, pas de bataille frontale.
c'est des essaims de guêpes, des Cosaques qui attaquent l'armée napoléonienne qui fait sa retraite. Et ben, c'est exactement la même chose qui s'est passée en mars, et qui est la première victoire ukrainienne, en mars 2014, c'est-à-dire que les Ukrainiens, comme un essaim de guêpes, avec une autonomie des chefs de section, ils ont attaqué la colonne qui descendait de Biélorussie à Kiev, et ils l'ont détruite. Ils ont détruit, et je les ai vus, moi, plus de 1000 blindés. C'est énorme, avec évidemment les pauvres Russes qui cramaient à l'intérieur de leurs blindés, détruits par ces bazookas extrêmement sophistiqués américains qui s'appellent des javelines. Alors là, on a vraiment, si vous voulez, un changement de braquet des Ukrainiens, avec parallèlement une armée russe qui ne s'est pas adaptée. Alors, pour finir, Lucas m'a demandé de dire est-ce qu'on aurait pu diplomatiquement éviter cette guerre. Et je vais vous raconter, c'est de la technique diplomatique, mais c'est assez intéressant. Le 19 février 2014, Merkel et Hollande sont ensemble à Paris pour un sommet classique franco-allemand. Et là, les gens ont commencé à se tuer à Kiev, c'est-à-dire pas seulement se lancer des gaz lacrymogènes et des pavés, mais se tirer dessus. Et de manière assez normale, sensée, Hollande et disent à leurs ministres des Affaires étrangères, qui sont là, Steinmeier, Fabius, demain matin à l'aube, vous partez pour Kiev et vous essayez de m'arrêter ce bain de sang. Ils y vont, ils prennent au passage Sikorski, le ministre polonais des Affaires étrangères, et donc qui représente vraiment l'Europe, la France, l'Allemagne et la Pologne, le grand pays de l'Est, la Pologne, et ils arrivent à Kiev. Ils vont négocier tout de suite avec d'abord l'opposition, ensuite le président Yanukovych, et la première chose qu'ils exigent du président pro-russe Yanukovych, c'est d'arrêter de tirer sur les gens sur la place de Maïdan et d'arrêter que la police cesse le feu. Ils l'obtiennent. Déjà un succès considérable. Jeudi après-midi, on est le 20 février, Kiev devient calme. Plus un bruit dans Kiev. Les négociations vont continuer toute la nuit. Le soir, assez curieusement, Fabius, qui avait un rendez-vous le lendemain à déjeuner avec Xi Jinping, le président chinois, mais c'est un déjeuner protocolaire pour préparer une visite d'État de Xi Jinping en France, va abandonner le terrain diplomatique. C'est-à-dire va partir pour la Chine et va laisser à son directeur d'Europe le soin, avec les pouvoirs, de négocier à sa place. C'est assez aberrant. C'est vrai qu'on peut être snob et vouloir déjeuner avec Xi Jinping, mais quand on est en plein dans une négociation diplomatique très importante, on ne l'abandonne pas. Enfin, c'est ce qu'il a fait. Peu importe, il y avait un Français, il y avait Sylvie Berman de l'époque, enfin, c'était son collègue Éric Fournier, qui négociait avec les pouvoirs de la France et le ministre allemand et le ministre polonais. Ils négocient toute la nuit, et à 7h du matin, ils ont un accord. Ils ont un accord intra-ukrainien. On revient à une constitution parlementaire, il y a des élections présidentielles anticipées, Yanukovych ne s'y présente pas, et il y a un gouvernement d'union nationale, et il y a une amnistie générale. Ils vont se coucher. À 1h du matin, Sikorski, qui parle la langue, va sur Maïdan et explique à la foule, vous feriez bien accepter parce que vous n'aurez jamais mieux. À 5h de l'après-midi, et moi je suis devant ma télé, BBC News, je suis la cérémonie. Les correspondants anglais sont fascinés par ce succès, où on voit le traité être signé. On voit Yanukovych, le pro-russe, serrer la main aux 3 leaders de l'opposition. Yatsenyuk, Klitschko, vous savez, le boxeur, là, celui qu'on voit qui est le maire de Kiev, et Ternibok, le nationaliste. C'est un succès considérable. Considérable. Et là, au lieu, c'est le bébé du miracle, si vous voulez. Et quand vous avez le bébé du miracle, il faut se souvenir des grandes leçons du grand Kissinger. On ne quitte jamais un terrain diplomatique. Et là, ils ont quitté le terrain diplomatique parce que c'était vendredi soir. Ils sont revenus chez eux à Paris. Mais là, vous avez le bébé du miracle. Il faut le baby-sitter, il faut lui donner du lait, il faut lui donner l'emmailloter. Vous n'allez pas laisser se traiter. Eh bien, eux, ils partent. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Ils partent, ils quittent. Klitschko
celui dont j'ai parlé, il va sur Maïdan le soir, vers minuit à peu près. Il vient avec son texte, le texte de l'accord qu'il vient défendre tout à fait sincèrement, pour le lire à la foule et l'expliquer. Et là, il y a un jeune, très excité, un jeune député nationaliste qui s'appelle Passiliouk. Lui, il est très grand, Klitschko, un petit nerveux comme ça, qui lui arrache le texte, qui le déchire et qui jette les bouts à la foule. Et là, la foule applaudit, bravo, bravo, bravo. Et c'est à ce moment-là que Yanukovych, le pro-russe, prend peur parce qu'il n'a plus ses CRS, il les a évidemment démobilisés, il n'a plus ses Birkout, c'est comme ça qu'on a dit les CRS là-bas. Et donc il s'enfuit à Kharkov. Et le lendemain, la Rada, le Parlement unicaméral ukrainien, le destitue. Et les Russes diront que c'est un coup d'État. Alors techniquement, c'est pas faux, parce que rien n'empêche le président, dans la constitution ukrainienne, le président ukrainien d'aller où il veut, comme il veut, quand il veut. Même s'il avait voulu aller passer le week-end à Baden-Baden, eh bien, il aurait pu aller passer le week-end à Baden-Baden si cette référence historique dit quelque chose, vous dit quelque chose. Et donc, mais bon, c'est une révolution, c'est comme la révolution du 10 août 1792 en France, ce n'est pas constitutionnel, mais c'est ça. Voilà. Voilà ce qui s'est passé. Et qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour éviter ? Eh bien, après avoir sur cet accord intra-ukrainien mis la signature, il y a la signature de la France, de l'Allemagne, de la Pologne. Il y avait même le paraphe d'un ambassadeur qu'avait envoyé Poutine exprès et qui a assisté aux discussions. Et bien, il fallait prendre ça s'appelle un portable. Il fallait appeler qui ? Il fallait appeler Poutine et lui dire « Bonjour Vladimir, on n'est pas loin de chez toi. » Alors il aurait répondu quoi ? « Ben oui, je vous ai vu à la télé. Il est 6 heures du soir, est-ce que tu nous invites à dîner ? C'est pas loin, hein, Kiev de Moscou, c'est 1h30 d'avion. » Qu'est-ce qu'il aurait dit ? Il aurait dit « Venez dîner ». Il aurait invité le Français et l'Allemand à dîner. Et là, qu'est-ce qu'il fallait lui dire ? Il fallait lui dire « Vladimir, il y a 3 choses. Premièrement, Sébastopol, ça sera toujours à toi. Deuxièmement, l'Ukraine ne sera jamais dans l'OTAN. Et souviens-toi, Vladimir, que à la conférence de Bucarest de l'OTAN d'avril 2008, nous les Allemands, nous les Français, nous avons mis notre veto à l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. Troisièmement, évidemment, Vladimir, le russe continuera à être la deuxième langue officielle dans les parties orientales de l'Ukraine. S'il te plaît, parraine avec nous cet accord intra-ukrainien. J'ai posé la question à mon ami Sergueï Tarouta, qui est l'ancien gouverneur du Donbass, l'homme qui a protégé Mariupol avec succès en août 2014, donc très anti-russe, combattant, membre de la Rada aujourd'hui, un homme politique important d'Ukraine, un oligarque. Et je lui ai demandé, Sergueï, si on avait fait ça, toi qui connais personnellement du temps d'avant Vladimir Poutine, quelle aurait été sa réaction ? Il m'a répondu, à 100%, il prenait le deal. Donc ce jeudi-là, c'est un hommage au travail des diplomates. Parfois, une bonne, si vous voulez, diplomate, vous faites rien, vous prenez le thé pendant des mois et des mois et des mois et des mois sans rien faire, et tout d'un coup, ça devient extrêmement important. Et il ne faut pas louper ce moment. Et malheureusement, Laurent Fabius a loupé ce moment, et on avait quand même un accord politique intra-ukrainien, et tout cela était avant la Crimée, parce que c'est quand cet accord est tombé que Poutine a convoqué ces Siloviki, ces hommes de force, le lundi suivant dans son bureau, et qu'ils ont décidé le jeudi de faire une sorte de mini coup d'État dans cette région autonome de l'Ukraine qu'est la Crimée, parce que la Crimée était une région autonome de l'Ukraine. Voilà, donc c'est un hommage. Donc quand vous êtes un diplomate, quand vous êtes sur le terrain, n'abandonnez jamais le terrain diplomatique, et quand vous avez un accord,
eh bien, il faut le babysitter, ne pas oublier ce qu'a fait par exemple Kissinger quand il a obtenu le cessez-le-feu entre les Égyptiens et les Israéliens en septembre 1973. Il n'est pas revenu passer le week-end à Washington.